prééclampsie, vue selon les cardiologues, on voudrait d'abord comprendre. Bonjour docteur et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Voilà. Good morning, doctor. You're welcome. Voilà, on va commencer rapidement, juste pour savoir comment, déjà quand on parle de prééclampsie, le nom là est d'abord un genre compliqué. Pour une mère qui est au quartier, une mère qui est à la maison, là, on va lui dire prééclampsie, elle va dire que prééclampsie, Akuzou, c'est quoi? Akuzou. La prééclampsie, c'est tout simplement une complication hypertensive de l'hypertension artérielle sur grossesse. Pour une meilleure compréhension, c'est bien de partir un peu dans la classification. On parlera de l'hypertension artérielle sur grossesse. Donc l'hypertension artérielle sur grossesse concerne 10 à 15% des grossesses. Et c'est une tension artérielle qui est supérieure à 140 sur 80 mm de mercure, comme on a vu la fois dernière, donc une hypertension artérielle. Maintenant, la particularité de l'HTA sur grossesse, c'est qu'il y a des définitions, c'est-à-dire sur une femme chez qui on découvre une hypertension artérielle avant 20 semaines d'aménorrhée, on compte ça à partir du premier jour des dernières règles, donc c'est-à-dire avant 5 mois de grossesse, on considère que c'est une hypertension artérielle ancienne, contrairement à l'hypertension artérielle qui est dite gravidique, donc qui est induite par la grossesse. Donc vous comprenez avec moi qu'il y a des hypertensions artérielles qui sont dues à la grossesse elle-même, qui va induire cet état physiologique d'hypertension artérielle. Là on parle d'HTA gravidique. Maintenant, que ce soit l'hypertension artérielle essentielle ou l'hypertension artérielle gravidique, la prise en charge ou le risque maternel pour la maman et pour le fœtus est grand. Donc c'est pour ça que c'est l'intérêt de parler de cette pathologie aujourd'hui quand il s'agit de la femme, parce que les complications de l'hypertension artérielle sont d'abord pour la mère, c'est-à-dire on peut avoir des AVC, on peut avoir des coagulopathies, c'est-à-dire le sang qui n'arrive pas à se coaguler, on peut avoir un décès. Et chez l'enfant, chez le fœtus, chez l'enfant à naître, on peut avoir un retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire que l'enfant, du fait que la tension artérielle chez la maman est grande, va réduire le passage de sang, la communication des aliments entre la mère et l'enfant à travers le placenta. Donc ça va aboutir à un retard de croissance intra-utérin, ça peut aboutir à un décès. Ça peut aboutir à la formation de ce qu'on appelle des hématomes rétroplacentaires, c'est-à-dire une collection de sang qui va se former entre le placenta et l'utérus de la maman, et ainsi réduisant ainsi la communication entre la mère et l'enfant. Donc vous voyez que c'est une pathologie qui est grave, qui se complique dans un quart des cas, donc 25% des cas de retard de croissance intra-utérin. Ça peut également se compliquer de mort carrément de l'enfant dans 4 à 5%. Maintenant, la prééclampsie, elle, se définit lorsqu'on a la présence d'une hypertension artérielle contrôlée ou pas, associée à la présence de protéines dans les urines. Là, vous voyez que la prise en charge de l'hypertension artérielle sur grossesse, vous avez bien fait de dire vue du cardiologue, parce que ça peut également être vu par le néphrologue, ça peut être vu par le gynécologue, ça peut être vu par le médecin réanimateur. Donc c'est une prise en charge qui est collégiale et c'est une prise en charge qui est indispensable lorsqu'on diagnostique une hypertension artérielle chez une femme enceinte, parce que le risque vital à court, à moyen ou à long terme est important. Donc il s'agit ici pour nous de pouvoir sensibiliser les femmes enceintes par rapport d'abord au suivi des grossesses. Ça suppose qu'il faut suivre son gynécologue ou sa sage-femme de manière régulière. Ailleurs même, on conseille ce qu'on appelle les consultations préconceptionnelles. C'est-à-dire avant même, quand on a un désir de grossesse, lorsqu'on est déjà hypertendu, il faut le signaler, parce que le choix des médicaments, ce n'est pas tous les médicaments qu'on donne à une femme enceinte, parce que ça passe par le sang, ça peut arriver à l'enfant et créer des complications, des malformations. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est déjà connu hypertendu et lorsqu'on a un désir de grossesse, ça doit être signalé pour que les médicaments soient prescrits en conséquence. Lorsqu'on découvre qu'on est enceinte, il faut justement aller rapidement suivre le médecin, parce qu'il y a des moyens de protection
il y a des moyens de prévention pour éviter justement cette prééclampsie-là. Mais maintenant, il faut savoir que la prééclampsie, c'est un phénomène auto-humain. C'est-à-dire que ce sont nos propres anticorps ou les anticorps maternels qui vont créer cet état physiologique fragile pour la maman et pour l'enfant. Maintenant, les mesures, les signes, parce que quand on parle de cette pathologie, il faut d'abord connaître les signes. Les signes et symptômes, ça va être comme chez la femme qui n'est pas enceinte, comme chez tout hypertendu. Ça peut être des maux de tête, des vertiges, des oreilles qui bourdonnent, un état de fatigue. Maintenant, lorsqu'on va à l'hôpital, on contrôle la pression artérielle. On a un suivi biologique, parce que le diagnostic de prééclampsie, c'est un diagnostic qui est clinique et biologique, parce qu'on va rechercher la présence de protéines dans le sang qui va déjà traduire un problème au niveau rénal. On va chercher également au niveau de la prise de sang, la numération. On peut avoir des plaquettes sanguines qui sont des éléments de coagulation qui vont être déficitaires. Donc voilà, et en fonction de ça, alors, on va pouvoir proposer à la patiente un traitement, comme j'ai dit, un traitement bien codifié, parce qu'on ne donne pas tous les antihypertenseurs aux femmes enceintes. On va également avoir un suivi régulier. Docteur, vous parlez là comme le livre, ça coule là, mais quand nous on écoute, ça fait vraiment peur. Ça veut dire que si je suis hyper tendue avant, je prends une grossesse, c'est une grossesse à risque. Exactement, toutes les grossesses associées à un contexte d'hypertension artérielle sont des grossesses à risque et qui ne sont pas des fatalités. Lorsque la grossesse est bien suivie, lorsque l'hygiène de la mère est également bien faite, on réduit, je vous ai donné les complications qui peuvent aussi bien chez la maman et que chez l'enfant. Donc ça suppose justement d'encourager nos femmes enceintes à avoir un suivi régulier. Et lorsque le suivi est régulier... régulier et bien fait, parce que c'est pas toutes c'est pas, il y a souvent des suivis, un peu bateau. Non, moi je pense que le suivi de la femme enceinte, c'est contrôler sa tension artérielle. Elle-même, elle peut voir si sa tension artérielle est inférieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. C'est de regarder avec l'examen d'urine. On met juste une protéine, on met juste une bandelette pour rechercher urinaire, pour regarder la présence de protéines dans le sang. Maintenant, la grossesse elle-même est un état physiologique qui n'est pas pathologique, il faut bien qu'on se comprenne. La grossesse n'est pas une maladie, mais ça suppose quand même qu'il y ait une surveillance importante pendant cette phase physiologique chez la femme, qui suppose de rechercher l'hypertension artérielle, des infections virales, qui peuvent avoir des conséquences sur la mère et l'enfant. Donc, je pense qu'il faut simplement aller voir sa sage-femme, voir son médecin, voir le cardiologue quand on est hypertendu et savoir que quand on est enceinte, on ne prend pas n'importe quel médicament. Lorsqu'on est hypertendu, il faut savoir qu'il y a des classes thérapeutiques qui sont adaptées à la femme enceinte ou à la femme allaitante quand elle va allaiter. Et de savoir également que le traitement on appelle de prééclampsie, c'était la présence d'une hypertension artérielle contrôlée ou non associée à des protéines dans les urines, à une thrombopénie, c'est-à-dire que le taux des plaquettes dans le sang est faible, mais ça peut aussi se compliquer de ce qu'on appelle l'éclampsie, qui est assez spectaculaire, qui va être associée à des convulsions. Vous avez des femmes qui convulsent parce qu'on est dans une phase de complication hypertensive très grave. Et ici, le pronostic vital de la maman et de l'enfant est engagé. Il faut enlever la grossesse. C'est-à-dire que le traitement de l'éclampsie, c'est-à-dire les convulsions tonico-cloniques chez une femme enceinte en contexte d'hypertension artérielle, c'est l'éclampsie. Et le traitement, c'est d'évacuer l'utérus. Aïe, aïe, aïe. De choisir à un moment donné entre la mère et l'enfant, et en général le choix est vite fait. On évacue l'utérus pour pouvoir donner les chances à la maman une prochaine fois de pouvoir concevoir. Ça me donne également l'occasion de parler des femmes qui sont à risque de faire une prééclampsie. Les femmes à risque de faire une prééclampsie, ce sont les femmes qui vont avoir des grossesses très tôt, des grossesses précoces, ou encore des grossesses tardives. Tardives, c'est après 40 ans. Après 35 ans, ce sont des grossesses qu'il faut suivre particulièrement parce que ça peut exposer à certaines complications. Ce sont les grossesses gémellaires. Lorsqu'on est tagné
bannier, lorsqu'on a des grossesses multiples, ça peut également être un facteur de risque, ou encore ce qu'on appelle la multiparité. Lorsqu'on a de nombreuses grossesses, au-delà de 3-4 enfants, on commence à avoir un risque élevé de faire des complications, de faire une prééclampsie au cours de la grossesse. Donc voilà à peu près des profils, en plus de l'obésité qui revient toujours, des femmes qui sont en surcharge pondérale, des femmes qui ont une grossesse précoce, tardive, ou encore des multipares qui ont fait de nombreuses grossesses, de 3 à 4 enfants. Donc voilà le profil. Mais comme je dis, en médecine, ce n'est pas une fatalité, c'est juste pouvoir faire prendre conscience à nos téléspectatrices, à ceux qui nous écoutent, que l'état de grossesse est un état physiologique qui demande un suivi particulier, comme du lait sur le feu, aussi bien pour l'hypertension artérielle que pour d'autres complications qui peuvent être liées à la grossesse. Et nous avons dans ce plan scientifique des méthodes pour pouvoir prévenir ce risque de faire des complications d'hypertension artérielle sur grossesse. Il y a des médicaments qu'on peut vous prescrire assez tôt au premier trimestre pour limiter l'incidence de la prééclampsie ou encore de l'éclampsie qui est assez spectaculaire chez la femme enceinte. You're talking about the medication that it can prescribe. Someone said aspirin. It's one of those drugs that is being used for the prevention of eclampsia. How true is it? Effectivement, je n'ai pas voulu parler des médicaments parce qu'on se connaît au Cameroun, dès qu'on va parler de ça, les gens vont se ruer. Tout le monde va aller prendre l'automédication. Effectivement, l'aspirine à faible dose, c'est-à-dire entre 75 et 100 mg, est recommandée chez les femmes à risque de faire une prééclampsie, les femmes qui ont déjà fait une prééclampsie, les femmes multipares qui ont déjà eu plusieurs grossesses, les femmes âgées, les femmes qui sont plutôt précoces dans l'accouchement. On les prescrit effectivement de l'aspirine très tôt au début de la grossesse et qu'on va arrêter autour de la 36e, 37e semaine. À faible dose. À faible dose pour pouvoir réduire le risque de survenue d'une prééclampsie. Donc on va l'arrêter autour de la 37e semaine pour éviter le risque hémorragique qui peut survenir pendant l'accouchement. Effectivement, l'aspirine chez la femme enceinte, j'ai bien dit, avec un profil particulier, protège du risque de faire une complication gravidique sévère. Ouais. En plus d'une hygiène de vie, parce qu'il faut également faire une halte aux mauvaises idées, parce que parfois des femmes enceintes vont arrêter de prendre du sel. J'entends souvent des femmes dire que non, quand on a les pieds qui gonflent, il faut arrêter de prendre du sel. Il faut savoir que c'est dangereux pour une femme enceinte d'arrêter de prendre du sel. On doit manger normosodé, c'est-à-dire moins de 6 grammes de sel par jour, mais on ne doit pas faire une restriction du sel. Il ne faut pas prendre des médicaments qui ont pour but de beaucoup uriner, parce que ça fait partie, les diurétiques sont des médicaments qui sont contre-indiqués au cours de la grossesse, qui ne peuvent être donnés que dans des cas vraiment spécifiques. Et aussi, il faut également faire attention à la prise de poids pendant la grossesse. Il faut éviter de trop en prendre, mais il ne faut pas non plus faire de régime amaigrissant sévère pendant la grossesse. Voilà. Il faut pouvoir avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire avec des protéines, des fruits, des légumes, des féculents, tout de manière bien agencée. Éviter l'alcool. C'est même totalement à proscrire parce que l'alcool va être nocif pour l'enfant. Le tabagisme, alors pareil, il va falloir éviter tous ces facteurs de risque qui favorisent la survenue d'une hypertension artérielle ou encore des complications sur grossesse. Je veux poser une question par rapport à l'hypertension. Parfois dans les quartiers, tu vois, on voit une fille, on dit que la fille là, elle est tensionnée. Parfois, tu vois, il y a une fille au quartier, à n'importe quelle situation, elle se fâche. Tu vois, du gronder, se fâcher. Est-ce que quand une fille est déjà comme ça, est-ce que c'est, on peut préalable dire que c'est une hypertendue? Ou alors est-ce qu'il faut se baser dessus pour qu'elle aille faire vraiment des examens? Je préfère dire une personne, parce que c'est aussi bien au masculin qu'au féminin. On peut avoir des hommes parce que c'est les hommes qui prennent la grossesse, les femmes qui prennent la grossesse. On peut également avoir des hommes tensionnés. Effectivement, quand on est colérique, quand on s'énerve, quand on est très réactif, effectivement, il y a des mécanismes physiologiques. La pression artérielle monte,
la fréquence cardiaque monte, la fréquence respiratoire monte, et tout ça peut être délétère pour le système vasculaire de manière générale. Donc c'est pour pouvoir dire effectivement qu'il faut éviter le stress. Il faut éviter de se fâcher beaucoup parce qu'on a vu des gens se fâcher et finir par un AVC, hein, c'est-à-dire un vaisseau sanguin cérébral va se rompre ou bien se boucher juste parce qu'on avait à gérer un stress important. C'est l'occasion de dire à nos messieurs qui accompagnent ces femmes enceintes justement d'être le plus conciliants pendant cette grossesse. C'est super. Moi, c'est que c'est-à-dire que j'essaye, je minimisais cette maladie, je prenais pas ça tellement au sérieux. Je savais qu'on meurt. Parce que généralement, il y a des dames qui, sur la table d'accouchement, décèdent lors de l'accouchement. Et puis, on dit que c'est la sorcellerie. On n'explique pas que c'est une prééclampsie. Et avec une grossesse mal suivie, et avec toutes les explications que vous donnez encore là, ça m'amène à comprendre que une grossesse, quand on sait déjà qu'on devrait connaître son statut avant même de prendre une grossesse, et quand on la prend, il faudrait un grand suivi. Soit le bébé meurt entre-temps. Je ne savais pas que le bébé mourait. Donc maintenant, le bébé meurt aussi à cause de... Et si la tension artérielle. Mais si ça arrive maintenant, que la femme est, par exemple, à 6 mois ou 7 mois de grossesse. Dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on devrait réagir? On va enlever le bébé, il va mourir, on le tue une fois ou bien on le sort directement. Merci pour votre question. Il n'est pas déjà mort dans le ventre. Ça permet justement de savoir que la prise en charge de l'hypertension artérielle sur grossesse et surtout du devenir du fœtus, de l'enfant à naître, va dépendre d'abord de l'âge gestationnel. Voilà. C'est-à-dire si dès les premiers mois, avant 24e semaine, on a déjà des complications d'hypertension artérielle, on comprend très bien que l'enfant n'est pas viable et que le risque maternel est très élevé. On va demander de faire une interruption thérapeutique. J'insiste bien, thérapeutique de grossesse parce qu'on se rend compte que cette grossesse n'est pas viable et ça met en jeu le pronostic vital de la maman. Maintenant, entre 24 semaines et 34 semaines d'aménorrhée, on va discuter de voir est-ce qu'on peut faire maturer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut accélérer la maturation pulmonaire de ce bébé avec des corticoïdes par exemple pour que la maturation pulmonaire se fasse, mais vraiment on surveille. Mais on surveille en protégeant à la fois la mère et l'enfant, mais avec une priorité sur la mère. La mère, c'est une question éthique. Maintenant, après 34 semaines, quelle qu'en soit la suite, en général, l'enfant est viable et on demande de faire accoucher la maman. Donc voilà comment la prise en charge va être en fonction du terme de la grossesse et de la sévérité du tableau clinique de la patiente. Et effectivement, ce n'est pas la sorcellerie quand on parle d'une dame qui vient. Malheureusement, les grossesses peuvent ne pas être bien suivies. Comme l'hypertension artérielle est un tueur silencieux, la femme, elle aussi, a un état de malaise. Quand on dit « Ah, c'est de la grossesse », parfois elle ne se rend pas compte que quelque chose se passe en elle. On demande de supporter parce qu'effectivement, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut être fatigué, on peut avoir des vertiges. On le met sous le compte de la grossesse, mais il est bon de pouvoir, pour une femme qui est hypertendue, chez qui on a découvert une hypertension artérielle au cours de la grossesse, d'avoir un suivi régulier. Il ne se passera pas un mois sans avoir vu un médecin, alors qu'une grossesse qui n'est pas où il n'y a pas d'histoire d'hypertension artérielle, en général, on parle d'une constatation au premier, au deuxième, au troisième trimestre, mais chez une dame qui est hypertendue, on aura un suivi mensuel avec surveillance de l'examen d'urine pour s'assurer qu'il n'y a pas de signes précurseurs de complications hypertensives. C'est dangereux. C'est dangereux, mais comme je dis, lorsque c'est bien encadré, lorsque c'est bien suivi par une équipe expérimentée, par une équipe pluridisciplinaire, en général, ça se passe bien. Il faut juste prendre conscience. Il faut juste prendre conscience que cela existe
et que ça passe simplement par un suivi et que le personnel médical, le paramédical est très très bien outillé pour pouvoir prendre en charge cette pathologie psychocèse. Donc d'où l'intérêt vraiment de la sensibilisation et surtout de la prévention. Parce que comme on aime à dire chez nous dans les maladies cardiovasculaires et dans toute pathologie, la prévention permet toujours de réduire les complications et de pouvoir assurer une meilleure qualité de vie. Donc aux femmes enceintes qui nous suivent, premièrement, rassurez-vous de votre statut, est-ce que vous êtes hypertendu ou pas. Ne prenez aucun médicament, on dit bien aucun médicament sans avoir l'autorisation de votre médecin. Ayez une hygiène de vie alimentaire équilibrée avec des légumes, des fruits, des laitages régulièrement, zéro tabac et zéro alcool. On insiste, zéro alcool, parce que on voit bien des femmes qui continuent à prendre de l'alcool. Vraiment, l'alcool, ça risque de passer dans le sang du bébé et créer des complications. Pendant la grossesse, non? Pendant la grossesse, bien entendu. Donc il faut quand tu demandes que ça nourrit il faut également avoir une activité physique régulière, c'est-à-dire que on veut dire que la grossesse n'est pas une maladie et que c'est un état privilégié dans lequel on doit faire plus attention à soi et à la petite vie que nous portons en nous. Donc avoir une activité physique régulière, la marche, vraiment il faut marcher régulièrement, ça permet de pouvoir avoir un bon accouchement, avoir une bonne santé. Voilà ce qu'on peut dire de l'hypertension artérielle sucrocèse. Ça existe, ça peut avoir des complications sévères pour la maman et pour l'enfant, mais lorsque c'est bien encadré, bien suivi, en général le pronostic est favorable. I want to find out at what level can I know I'm at a risk of developing eclampsia? À quel moment elle peut savoir elle peut être sujette? Donc nous avons tout à l'heure parlé des facteurs de risque, c'est-à-dire les femmes qui peuvent avoir, qui peuvent être exposées facilement, les candidats au profil à la prééclampsie. On a vu, c'est des grossesses gémellaires, c'est des grossesses tardives après 35 ans, après 40 ans, les grossesses précoces, les grossesses gémellaires, etc. La femme obèse, étant entendu que la race noire, de manière globale, est une race qui est exposée aux complications hypertensives sucrocèse. Mais il faut également savoir que les signes neurosensoriels qu'on retrouve chez l'hypertendu lambda peuvent également être présents chez la femme, notamment les maux de tête, les vertiges, les oreilles qui bourdonnent, la vision avec des phosphènes, c'est-à-dire on a l'impression de voir des mouches voler. Ce sont des signes qu'il faut vraiment aller consulter pour pouvoir s'assurer que la tension va bien. Il faut également faire attention aux médicaments qui sont pris à tort et à travers pendant la grossesse. Éviter, c'est même contre-indiqué de faire un régime hyposodé, c'est-à-dire sans sel. C'est une idée reçue, c'est une mauvaise idée. La femme enceinte a besoin de sel, pas en quantité excessive, mais en quantité modérée. Pas de régime restrictif pendant la grossesse, sauf cas vraiment particulier, et que il y a des supplémentations qu'on peut faire en calcium pendant la grossesse, l'aspirine qui va être prescrite sur certaines conditions à la femme enceinte, mais c'est de dire, le maître mot, c'est d'avoir un suivi médical chez la femme enceinte hypertendue. Comme je dis, c'est une femme qu'on va surveiller comme du lait sur le feu, parce que à tout moment, sans préavis, on peut avoir des complications, et que le traitement de la prééclampsie ou bien de l'éclampsie sévère, c'est l'évacuation de la cavité utérine, c'est-à-dire c'est de provoquer un accouchement pour libérer justement cette réaction de défense, c'est-à-dire le corps humain de la femme va voir le fœtus à naître comme un ennemi, et c'est ça qui va faire cette cascade d'événements qui va pouvoir aboutir à l'éclampsie, qui est une complication hypertensive sucrocèse à type de convulsion tonico-clonique. Vous avez fait une dame qui convulse, qui perd connaissance, qui convulse, c'est l'éclampsie. Et quand on enlève la grossesse là de cette femme,
elle peut survivre et la tension va baisser? Merci pour cette question. Le traitement, justement, c'est l'évacuation de l'utérus et dans les 6 semaines qui suivent la grossesse, la tension il va y avoir 2 issues. Soit se normaliser, c'est-à-dire on avait une tension élevée, mais après 6 semaines après, la tension se normalise. Et bien dans 50% des cas, ces femmes vont garder une hypertension artérielle. Ça suppose qu'il va falloir également avoir un suivi après cette grossesse pour savoir est-ce que la dame est restée hypertendue ou bien le fait que les hormones liées à la grossesse, les mécanismes d'autodéfense se sont régulés. Est-ce que la tension est devenue normale? Il faut également savoir, excusez-moi de terminer, que même pendant l'allaitement, tous les antihypertenseurs ne sont pas prescrits chez la femme parce qu'il y a un risque de passage au niveau du lait maternel chez l'enfant. Mais comme je dis, c'est vraiment, c'est pas terrifiant, c'est juste que il faut pouvoir avoir la bonne information, le bon traitement et la suite se fait tout seul. Donc pour ça aurait donc servi à quoi si on enlève la grossesse et que la tension reste encore? Ça aurait servi que si on n'avait pas arrêté cette grossesse, la mort de la mère aurait été inévitable. Voilà. C'est-à-dire c'est un traitement qui est fait pour que la maman arrête l'homme faute de connaissance les complications de cette éclampsie-là. Maintenant, il y a des médicaments qu'on va prescrire pour lever l'urgence, pour faire baisser la tension, pour éviter les complications, pour éviter les convulsions, bien pour les arrêter. Tout un protocole est bien établi par les gynécos, les cardiologues, les néphrologues et les réanimateurs. Et savoir que même pendant l'allaitement, il va falloir faire attention. Il faut savoir que quand on a accouché, il y a un type de contraceptif qu'il faut prendre mais ne pas prendre pour pouvoir éviter de retomber encore rapidement enceinte et d'avoir des complications qui peuvent être liées aux contraceptifs hormonaux. Docteur, quelle est la différence entre éclampsie et pré-éclampsie? La pré-éclampsie, c'est lorsqu'on a une hypertension artérielle qui est contrôlée ou non. Quand on dit qu'une hypertension artérielle est contrôlée, ça veut dire que sous le médicament, on a une tension artérielle normale. Et c'est associé à la présence de protéines dans les urines. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé d'un contrôle mensuel où on fera une bandelette urinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de protéines. Donc, prééclampsie égale tension artérielle équilibrée ou non associée à la présence de protéines dans les urines ou encore certains facteurs biologiques comme le taux de plaquettes sanguines qui va être basse. On verra ça au niveau de la numération formule sanguine ou encore une insuffisance rénale ou encore des problèmes hépatiques. Maintenant, l'éclampsie, elle, c'est la présence ou l'installation de convulsions tonico-cloniques associées à un contexte d'hypertension artérielle. Donc c'est la phase terminale, c'est la phase où on ne réfléchit plus, il faut évacuer l'utérus, il faut faire accoucher la femme, quel qu'en soit le terme de grossesse, parce que le pronostic vital de la maman et de l'enfant est engagé et que l'hypertension artérielle va être responsable chez la mère, on a dit, des AVC, des OAP, des coagulations intravasculaires disséminées et chez l'enfant, on l'a vu, un retard de croissance intra-utérin, des hématomes rétroplacentaires, on a dit accumulation de sang au niveau collecté au niveau du placenta ou encore la mort carrément intra-utérin qui concerne 4% quand même des grossesses chez la femme enceinte. Donc, selon votre explication, pour éviter une éclampsie, il faut d'abord pallier à la pré-éclampsie. Il faut d'abord lutter. Pour éviter la pré-éclampsie, pour éviter l'hypertension, l'éclampsie, il faut pouvoir bien contrôler l'hypertension artérielle. Ok. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment avoir des médicaments qui vont permettre de normaliser la tension artérielle. Et de savoir quand même que c'est un phénomène qui est auto-humain, c'est-à-dire c'est pas prévisible, mais certaines femmes, du fait de leur réponse immunitaire, vont développer une prééclampsie ou une éclampsie.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'une femme enceinte à surveiller comme du lait sur le feu, c'est-à-dire qu'on doit surveiller sa tension artérielle, surveiller les moindres signes de gravité, et surveiller également d'avoir un contrôle régulier. Le secret, c'est la surveillance régulière de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, plus fréquemment que dans les grossesses simples, où on se limite à 3 à 4 consultations pendant les 9 mois. Chez la femme enceinte, il va falloir le faire de manière mensuelle. Femme enceinte hypertendue, il va falloir le faire de manière mensuelle. Waouh! Alors, chers téléspectateurs, si vous pouvez appeler, hein, je crois que c'est l'occasion pour vous poser des questions au docteur parce qu'on la passe toujours tout le temps. Hein. Et c'est aussi bon à savoir tout ce qu'elle est en train de nous exposer là en ce moment. Ça nous donne l'occasion aussi de comprendre que nous devons vérifier notre tension artérielle. Et si nous sommes déclarés hypertendus, ça veut dire que quand nous prenons une grossesse, dès le début, on doit être suivi. Ça, c'est le message clé à retenir ici, c'est hypertension artérielle sur grossesse et demande un suivi multidisciplinaire. Donc, dès que je suis à 0 mois là, 1 mois là, on commence directement puisque je suis éventuellement exposée à une prééclampsie. À une complication hypertensive sur grossesse, notamment la prééclampsie ou encore l'éclampsie. Lorsqu'on est déjà connu hypertendu, c'est très facile. Dans ce cas, il faut simplement qu'on prescrive, c'est-à-dire pendant la grossesse, on peut avoir 2 devenirs de l'hypertension artérielle. Il y a des patientes chez qui la tension se normalise du fait de la grossesse. Là maintenant, le fait de continuer à l'antihypertenseur peut plutôt faire en sorte que la perfusion materno-fœtale ne soit pas correcte. Donc ça suppose que quand on est connu hypertendu, lorsqu'on tombe enceinte, il faut voir son médecin pour savoir est-ce qu'on continue ou pas le même traitement aux mêmes doses, ou bien on change, on adapte le traitement en fonction de la tension artérielle. Docteur, j'ai ma soeur qui, parce que c'est pas avec des explications, si maintenant que je comprends pourquoi elle a perdu la grossesse. Elle est hyper tendue, déjà déclarée, et elle a porté une grossesse et elle était tout le temps sous pression. Et le bébé bougeait un peu, juste un peu, et puis au bout de 4 mois, le bébé est mort dans le ventre. On a dû faire une évacuation. Et c'est maintenant avec toutes ces explications-là que j'essaie de comprendre, parce qu'elle était souvent à 20 de tension. On ne comprenait pas, heureusement, même qu'elle est en France et était encore beaucoup plus suivie, même moins suivie. Parce que moi, je me suis dit, mais comment est-ce que vous êtes en France, on ne vous suit pas, on ne te suit pas aussi bien, on donne rendez-vous, parce que tu avais déjà des alertes et on prend rendez-vous avec un médecin pour des jours. Je vais commencer par enlever ce cliché de penser que parce qu'on est à l'étranger, on est mieux suivi. Il faut savoir que moi, j'ai trouvé qu'elle avait été mal suivie. Le plateau technique au Camerounais et les compétences de nos médecins camerounais, je vous assure, ne sont plus à démontrer. Et ayant fait plusieurs systèmes de santé, je peux vous dire que très chers Camerounais, nous sommes bien nantis en termes de compétences de nos médecins. Maintenant, effectivement, quand on explique la physiopathologie de cette maladie, on vous a dit justement que lorsque la pression artérielle est très forte, ça va réduire la communication entre la mère et l'enfant. Il faut savoir que le placenta est cet organe qui permet d'envoyer les nutriments, c'est-à-dire de nourrir l'enfant dans le ventre de la mère. Ça permet des échanges sanguins. Lorsque la pression est trop forte, ça va réduire cette perfusion materno-fœtale qui va aboutir à un ralentissement de la croissance, un ralentissement des mouvements de l'enfant. Et quand c'est pour ça que l'enfant ne bougeait plus beaucoup dans le ventre alors. Il y a ça, il y a également le retard de croissance. Mais toujours est-il qu'une dame qui a 200 de tension, ne peut pas être suivie à domicile. On doit la garder. Ça doit être fait en milieu hospitalier. Parce qu'on vous a dit, c'est vraiment j'aime bien cette expression du lait sur le feu. C'est pour vous dire à quel point il va falloir suivre cette patiente-là. Ça peut être le traitement par voie orale.
ça peut être un traitement par voie injectable, ça peut être vraiment éviter tout stress. C'est pour ça qu'on a parlé de 9 mois pendant lesquels l'entourage, le milieu professionnel même, doit être attentif. C'est-à-dire parfois on doit pouvoir comprendre qu'une dame qui est enceinte peut avoir des repos médicaux du fait qu'elle n'aura pas le même régime qu'une dame qui n'est pas enceinte. Maintenant, les grossesses se suivent, elles ne se ressemblent pas. Il y a des femmes qui ont la chance de pouvoir être actives jusqu'au dernier jour de leur grossesse. Il y en a d'autres qui vont avoir des grossesses plus difficiles que d'autres. Toujours est-il qu'elles ont besoin du support de leur employeur, du support de leur famille. Et le premier support, c'est le support du monsieur qui doit être vraiment attentif et être un par stress. Mais en tout état de cause, il faut savoir que la prise en charge doit être en milieu médicalisé. Et le médecin saura si on peut suivre ça à distance, mais une tension qui est artérielle qui est aussi forte est très dangereuse, aussi bien pour la maman que pour l'enfant. Doctor, I want to understand, are there high possibilities of being diagnosed of eclampsia in other pregnancies? For example, let's say now I'm pregnant, I've been diagnosed of eclampsia and I'm well treated, I'm okay. What if I get pregnant? Again. Une autre prochaine grossesse encore. Oui. Will I still, are there high possibility of me being diagnosed of it? Effectivement, il y a un risque. Il y a un risque de récidive quand il y a fait une prééclampsie ou une éclampsie au cours d'une grossesse antérieure. C'est un facteur de risque supplémentaire pour les prochaines grossesses. Ça suppose également d'avoir un suivi encore plus important. C'est vraiment également l'occasion de dire, parfois on a des dames qui accumulent 2 ou 3 grossesses pathologiques qui continuent à être enceintes parce qu'elles veulent avoir soit un sexe désiré, soit un nombre d'enfants désirés, et parfois ça se termine mal. Donc c'est vraiment l'occasion de vraiment avoir une bonne discussion avec l'équipe médicale, avec son partenaire, et surtout savoir ce qu'on veut, en sachant que plus le nombre de grossesses augmente, plus le risque de complications hypertensives sur grossesse augmente aussi. Docteur, j'ai une question à deux volets. Cathy, ça veut dire que tu Le docteur parlait du sexe désiré. Est-ce qu'il y a une façon de faire, ou alors il y a une alimentation, une technique pour avoir peut-être un garçon ou une fille? Une autre question. Au cardiologue. Avant de tomber enceinte. Au cardiologue, tu poses la question avant de tomber là. enceinte, docteur, tout à l'heure vous avez dit qu'on doit prendre l'attention, on doit prendre l'attention de la femme et tout et tout. Quels sont d'autres examens qu'on doit faire qui sont vraiment nécessaires avant de tomber enceinte? Je vais vous remercier pour cette question. Et ça va me permettre de sortir de mon cadre de cardiologue, de prendre d'abord le cadre de médecin, parce qu'avant d'être cardiologue, c'est d'abord médecin généraliste. Voilà. On fait 4 ans de spécialité après le doctorat. C'est pour dire qu'effectivement, au Cameroun, on parle de drépanocytose. C'est-à-dire des patients qui ont une anomalie sanguine qui va faire en sorte qu'on a des enfants drépanocytaires. Ça, la première des choses, c'est de pouvoir savoir son statut. Est-ce qu'on est son électrophorèse? Est-ce qu'on est AS ou bien est-ce qu'on est SS? Vraiment, une femme qui ne connaît pas son statut, son électrophorèse, prend un risque de faire des enfants drépanocytaires. Première des choses. Il faut savoir les virus. Le VIH. Maintenant, il faudrait pouvoir savoir est-ce qu'on est VIH infecté ou pas, parce que ça va avoir retentissement sur l'enfant. Maintenant, avec les antirétroviraux qui sont prescrits pendant la grossesse à l'accouchement, on peut réduire de manière significative, voire nulle, le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Mais ça, il faut pouvoir le savoir. Il faut pouvoir avoir fait un test ou un suivi. Il faut lutter contre certains virus, certains virus ou parasites comme la toxoplasmose, la rubéole, qui va être responsable des malformations cardiaques ou autres. On appelle des phétopathies, qui va faire en sorte que un enfant va naître avec une cardiopathie congénitale, une malformation cardiaque ou autre. Donc vous voyez qu'avant la grossesse, il est bon de faire ce bilan-là, ou bien même pendant les premières, vraiment dès qu'on sait qu'on a un retard. Le retard, c'est que si votre cycle est de 28 jours, si vous arrivez au 35e jour sans avoir vos règles,
faites un test, c'est pas habituel de savoir si on est enceinte ou pas. Allez faire juste un G-test, vous allez avoir un médecin qui va vous dire, qui va vous prescrire des examens pour rechercher ces virus-là et ces parasites qui peuvent entraîner des complications fœtales et surtout arrêter de prendre des médicaments parce que ces médicaments vont agir sur l'organogénèse, c'est-à-dire la formation des organes de l'enfant. Dans les médicaments qu'on prend, l'alcool, le tabac peuvent avoir des complications sur cet enfant qui n'a pas demandé à naître et qui est là par un comportement irresponsable de la maman, peut aboutir à des complications qui sont irréversibles et qui sont vraiment contraignantes et dangereuses pour le bébé. Donc merci pour cette question. On doit savoir si son statut, son électrophorèse par rapport à la drépanocytose, c'est-à-dire pour le choix de son partenaire, un couple qui est AS va avoir une probabilité de faire des enfants drépanocytaires avec la souffrance qu'on les connaît assez importante. Un patient, une patiente VIH infectée doit le savoir parce qu'il y a des méthodes pour qu'elle ne transmette pas ça à l'enfant. Certains virus doivent également être soignés, certaines bactéries pour ne pas que l'enfant ait ces complications-là et que toute fièvre chez la femme enceinte doit être prise en charge parce que c'est également un facteur qui peut être délétère pour l'enfant à naître. Wow. Now I want to ask this question. For example, if a pregnant woman has been diagnosed with the cancer, and now following her treatment, is she allowed to have sexual intercourse with her husband? Une dame qui est en éclampsie, on a dit que l'éclampsie c'est la phase terminale, c'est-à-dire elle est dans les complications, elle peut même pas être ne pas être consciente. Donc là vous comprenez qu'il n'y a pas de rapport, c'est vraiment l'urgence est là. On ne reste pas en éclampsie pendant 24 heures. Hein. Non, c'est l'urgence vitale, c'est l'urgence des urgences en obstétrique. Ces enfants qui n'attendent pas. Maintenant, est-ce qu'une femme enceinte peut continuer à avoir des rapports sexuels? Oui, c'est recommandé. Avec l'accord de son gynécologue, ça va dépendre de certains critères obstétricaux, c'est-à-dire liés à la position du placenta dans l'utérus, etc. Parfois, lorsque le col est fragile, lorsqu'il y a un risque d'accouchement prématuré, on peut interdire les rapports sexuels. Mais lorsque la grossesse est bien menée, où il n'y a pas de risque local en termes de structure du col de l'utérus, en termes d'emplacement du placenta, lorsqu'il n'est pas bas inséré, vraiment les rapports sexuels sont épanouissants aussi bien pour la maman que pour l'enfant, ça a été démontré. Voilà, c'était vraiment intéressant et c'est bon à savoir. Donc, nous retenons de tout ceci. Que devons-nous retenir pour sortir? On doit retenir que l'hypertension sur grossesse concerne 10 à 15% des femmes enceintes et que l'hypertension sur grossesse peut avoir des complications sur le plan maternel, c'est-à-dire chez la mère avec tout ce qui est AVC, tout ce qui est œdème aigu du poumon, ou tout ce qui est coagulopathie sur grossesse ou encore le décès. Et ça peut également avoir des complications fœtales sur l'enfant à naître, notamment le retard de croissance intra-utérin, le décès, la prématurité chez 27% des cas. Et que la prise en charge d'une femme enceinte sur grossesse doit être multidisciplinaire, doit être régulière et c'est bien codifié. Et qu'il y a des personnes ou des femmes à risque de faire une prééclampsie ou des complications de l'hypertension artérielle sur grossesse. Ce sont les grossesses précoces avant l'âge de 20 ans, ce sont les grossesses tardives après l'âge de 35 ans, ce sont les grossesses multipares lorsqu'on attend des jumeaux ou des triplés, ce sont des grossesses multipares, c'est-à-dire une femme qui a plus de 3 ou 4 grossesses, le risque de faire des complications hypertensives sur grossesse est également élevé. Mais la bonne nouvelle également, c'est de dire que chez la femme enceinte hypertendue, il y a des types de médicaments antihypertensifs qui sont interdits et d'autres qui sont autorisés. Donc il est important de faire ce point-là et qu'en tout état de cause, lorsque la grossesse est bien suivie,
par son gynécologue, par la sage-femme, par son médecin, en général, le devenir de la grossesse est meilleur et que chez la femme enceinte, elle doit avoir une alimentation équilibrée, elle doit faire attention elle doit avoir une activité physique en fonction de son état de grossesse. Elle doit surtout éviter le tabagisme, éviter une prise de poids excessive, tout en s'interdisant des régimes amaigrissants restrictifs. Il faut également faire attention aux diurétiques. Pas de régime hyposodé, c'est-à-dire pas de régime sans sel chez la femme, même si les pieds gonflent. Que les pieds gonflent chez la femme enceinte pour plusieurs mécanismes. Ça peut être simplement lié au fait que le bébé écrase les voies veineuses et donc du coup le retour veineux n'est pas facile. D'accord, ok. Je l'ai dit que la femme enceinte doit pouvoir se reposer. C'est le moment où elle a 9 mois pour se prendre en charge et prendre en charge son bébé, donc le repos. Et pour les employeurs et le conjoint et la famille, savoir que c'est un état physiologique qui n'est pas pathologique mais qui demande une réadaptation du temps de travail, du type de travail, de l'atmosphère familiale pour pouvoir mener ces 9 mois avec sérénité et éviter le stress. Merci beaucoup, docteur. Parce que quand vous parlez là comme ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup qui voudraient bien savoir comment vous avoir. Peut-être vous êtes médecin, cardiologue, docteur cardiologue à l'hôpital à Quintini, pour dire, et puis vous êtes enseignante à l'université de Douala. Tout à fait. Et donc maintenant, si on veut vous avoir, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont demander à vous rencontrer, on fait donc comment, docteur? Nous sommes à l'hôpital à Quintini avec toute une équipe de gynécologues, une équipe de cardiologues, toute une équipe paramédicale et médicale qui sont disposées à prendre en charge toutes les sollicitations médicales qui arrivent à la formation sanitaire. D'accord. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pour ça que les médias, c'est pour ça qu'à chaque fois que les médias nous sollicitent pour pouvoir parler de la santé, nous venons avec plaisir parce que le rôle du médecin, c'est pas seulement de prescrire des médicaments, mais c'est pouvoir donner également de l'information, des conseils qui vont permettre d'avoir une meilleure adhésion du malade par rapport au traitement et aux conseils qui vont leur être prodigués. Il s'est dit qu'en tout état de cause, vraiment rapprochez-vous des médecins, du corps médical, qui ont l'obligation de vous expliquer votre maladie, de vous dire ce qu'il faut faire. Et vraiment rassurez-vous également que nous sommes outillés pour pouvoir prendre en charge des pathologies qui nous sont amenées dans nos formations sanitaires. Merci beaucoup, docteur. Mon prochain rendez-vous cardiologique, je vais à l'hôpital à Quintini. Je demande au docteur... aussi cardiologue à la Quintini. Oui, moi aussi, j'ai dit, écoutez, j'ai ma part de cardiologue. Tu es là pour nous, hein? Tu es notre cardiologue. Non, merci. On dit que la chèvre bout de là attachée. Hein? Je peux pas être à côté du docteur, je souffre. Donc, c'est bon. En tout cas, merci d'être passé encore. Voilà, merci de trouver la disponibilité pour venir éduquer nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous regardent des 4 coins du monde entier. Catherine connaît tonton Calvino. Oui. Demain, c'est mercredi, on sera ensemble. On parlera de nos enfants qui se droguent. On parle de la drogue en milieu non seulement scolaire, mais même nos propres enfants que nous découvrons qui se droguent. Comment se comporter face à cela? On aura on aura tout ça. Voilà, c'est de ça qu'on parle demain. À partir de 11h. Mais nous sommes là demain à partir de 10h, c'est ça? Allez, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.